En novembre 1888, au monastère de Tashi Lhompo, au Tibet, le maître Morya révéla à Helena Blavatsky quelque chose qui changea sa compréhension de la mission des âmes rares. Il lui dit « Helena, 87% des âmes qui accomplissent leur mission sacrée ne le savent même pas. Elles pensent qu'elles souffrent, elles pensent qu'elles sont perdues. Mais en réalité, elles sont en train de réussir parfaitement ce pourquoi elles sont venues. » Cette révélation brisa quelque chose en Helena. Pendant des années, elle avait rencontré des âmes qui se sentaient brisées, inadaptées, différentes. Des âmes qui pleuraient de ne pas trouver leur chemin. Et maintenant, Morya lui disait que ces âmes accomplissaient déjà leur mission, sans le savoir. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous a guidé vers cette vidéo parce qu'il est temps de savoir, temps de reconnaître. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 signes que Helena Blavatsky a documentés. Les 5 preuves que vous êtes déjà en train d'accomplir votre mission, même si vous ne le voyez pas encore. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange qui ne part jamais avec le sommeil? Comme si votre âme portait quelque chose de trop lourd. Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'appartenez pas à ce monde? Que vous êtes ici pour une raison que vous ne comprenez pas encore? Cette sensation n'est pas une erreur, c'est le premier signe. Helena Blavatsky arriva au Tibet en 1868. Elle avait 37 ans. Elle était épuisée de ne pas comprendre pourquoi elle était différente depuis l'enfance. Pourquoi elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas? Pourquoi elle se sentait comme une étrangère dans son propre pays, dans sa propre famille, dans sa propre vie? Quand elle rencontra le maître Morya pour la première fois, il ne lui dit pas qu'elle allait trouver sa mission. Il lui dit quelque chose de bien plus puissant. Il lui dit « Helena, tu accomplis ta mission depuis que tu es née. Tu ne l'as jamais su. Mais chaque souffrance, chaque rejet, chaque moment où tu t'es sentie perdue, tu plantais des graines de lumière dans la conscience collective. » Entre 1868 et 1888, Helena passa 20 ans à étudier avec les Mahatmas. Elle apprit les secrets de la doctrine secrète. Elle accéda aux registres akashiques. Elle voyagea sur le plan astral. Et pendant tout ce temps, Morya lui enseignait comment reconnaître les âmes rares qui accomplissent leur mission sans le savoir. En novembre 1888, Morya lui demanda de s'asseoir. Il avait quelque chose d'important à lui révéler. Il lui dit « Helena, je vais te montrer les 5 signes sacrés. Ce sont les marques que portent les âmes qui sont déjà en train de changer le monde, même si elles croient qu'elles ne font rien. Le premier signe, dit Morya, c'est la fatigue sacrée de l'âme. Tu l'as ressentie toute ta vie, Helena. Cette fatigue ne vient pas de ton corps. Elle vient du fait que ton âme travaille sur 2 plans en même temps. Le plan physique où tu vis et le plan énergétique où tu ancres la lumière. Les âmes comme toi sont comme des transformateurs électriques vivants. Elles prennent les énergies denses de la 3e dimension, la peur, la colère, la séparation, et elles les transmutent en fréquences plus élevées. Ce processus se fait automatiquement. Ton âme le fait pendant que tu dors, pendant que tu rêves, même pendant que tu pleures. C'est pourquoi tu te réveilles épuisé. Ce n'est pas parce que tu as mal dormi. C'est parce que pendant ton sommeil, ton âme est allée travailler sur le plan astral. Elle a aidé des âmes perdues. Elle a ancré de la lumière dans des zones sombres. Elle a participé au conseil de lumière qui planifie l'éveil de l'humanité. Quand tu te sens épuisé sans raison physique, dit Morya, ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es en train d'accomplir ta mission. Helena écrivit dans son journal cette nuit-là, « J'ai pleuré en comprenant. Toutes ces années où je me sentais faible, où je me détestais pour ma fatigue constante, j'étais en réalité en train de servir. Mon âme savait. Mais mon mental humain ne comprenait pas. » Morya lui expliqua ensuite les 3 niveaux du travail nocturne de l'âme. Le premier niveau, dit-il,
c'est la transmutation personnelle. Pendant que ton corps dort, ton âme monte sur le plan astral et transmute tes propres énergies denses accumulées pendant la journée. Chaque peur, chaque colère, chaque tristesse que tu as ressentie, ton âme les transforme en lumière pendant la nuit. Le deuxième niveau, c'est le service aux âmes perdues. Ton âme, une fois nettoyée, devient une lumière dans l'obscurité du plan astral. Les âmes récemment décédées qui sont perdues, confuses, terrifiées, sont attirées par ta lumière. Tu les guides. Tu les rassures. Tu leur montres le chemin vers les plans supérieurs. C'est pourquoi certaines nuits, tu te réveilles avec la sensation d'avoir vécu des choses intenses que tu ne te rappelles pas complètement. Le troisième niveau, dit Moria, c'est le plus sacré. C'est la participation au Conseil de Lumière. Il existe des assemblées d'âmes avancées qui se réunissent chaque nuit sur les plans supérieurs pour planifier l'éveil de l'humanité. Elles décident quelles énergies ancrer sur Terre. Elles coordonnent les synchronicités qui vont réveiller des millions d'âmes. Et toi, Elena, tu fais partie de ces conseils, même si ton mental humain ne s'en souvient pas au réveil. C'est pour cela que ta fatigue est sacrée. Tu ne te reposes pas vraiment la nuit. Tu travailles sur plusieurs dimensions en même temps. Et quand tu te réveilles épuisé, ce n'est pas parce que tu as mal dormi. C'est parce que tu as servi intensément pendant des heures sur d'autres plans d'existence. Le deuxième signe, continua Moria, c'est le sentiment de non-appartenance absolue. Tu ne te sens jamais vraiment chez toi nulle part, n'est-ce pas, Elena? Ni en Russie, ni en Inde, ni en Amérique, ni même ici au Tibet. Tu as toujours cette sensation que ta vraie maison est ailleurs. Ce sentiment n'est pas une malédiction, c'est une mission. Les âmes rares comme toi ne sont pas censées s'enraciner complètement dans la matrice terrestre. Si elles le faisaient, elles oublieraient complètement qui elles sont. Elles oublieraient qu'il existe d'autres dimensions. Elles oublieraient la lumière. Ton sentiment de non-appartenance maintient en toi le souvenir qu'il existe autre chose. Et ce souvenir crée une fissure dans la prison de conscience. À travers cette fissure, la lumière peut entrer. Pas seulement pour toi, pour tous ceux qui te rencontrent. Chaque fois que quelqu'un croise une âme comme toi, quelque chose en lui se réveille. Il ne sait pas quoi, mais il sent qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Cette différence lui rappelle inconsciemment qu'il existe plus que cette réalité limitée. C'est ta mission, être cette fissure vivante dans la matrice. Moria regarda Elena profondément dans les yeux et dit « Tu accomplis cette mission chaque jour, sans effort, juste en étant toi-même, juste en portant cette fréquence différente partout où tu vas. » Elena comprit ce jour-là pourquoi elle avait été rejetée toute sa vie. Pourquoi les gens la trouvaient étrange. Pourquoi elle n'avait jamais vraiment eu d'amis proches. Ce n'était pas parce qu'elle était défectueuse, c'était parce que sa fréquence était trop différente. Et cette différence accomplissait quelque chose de sacré. En février 1889, Elena rencontra une jeune femme française à Paris. Elle s'appelait Marguerite. Elle pleurait. Elle lui dit « Madame Blavatsky, je me sens tellement seule. Je n'ai jamais réussi à me sentir chez moi nulle part. Même dans ma propre famille, je me sens comme une étrangère. Quelque chose en moi ne va pas. » Elena prit ses mains et lui dit « Marguerite, regarde-moi dans les yeux. Rien en toi ne va mal. Tu es une âme rare. Tu viens d'une fréquence différente. Et ta présence ici sur Terre crée des fissures dans la prison de conscience. Chaque personne qui te croise sent quelque chose d'étrange chez toi. Et cette étrangeté lui rappelle inconsciemment qu'il existe autre chose. » Marguerite ne comprenait pas. Comment sa solitude pouvait-elle servir quelque chose? Elena lui expliqua. Ton sentiment de non-appartenance n'est pas un problème à résoudre. C'est une mission que tu accomplis automatiquement. Si tu te sentais parfaitement à l'aise dans cette réalité limitée, tu deviendrais comme tout le monde.
Tu oublierais qu'il existe d'autres dimensions. Et tu ne pourrais plus servir de pont entre les mondes. 3 mois plus tard, Marguerite écrivit à Elena. Depuis notre conversation, tout a changé. Je ne souffre plus de ma différence. Je la célèbre. Et quelque chose d'étrange se produit. Les gens viennent me parler de choses profondes, comme si ma fréquence différente leur donnait la permission d'être eux-mêmes aussi. Je comprends maintenant. Ma mission n'était jamais de m'adapter. Ma mission était de rester différente. Le 3e signe, dit Moria, c'est l'hypersensibilité aux énergies denses. Tu ne peux pas supporter les foules. Tu ne peux pas supporter les conversations superficielles. Tu ne peux pas supporter les environnements toxiques. Tu pensais que c'était une faiblesse? Mais regarde ce qui se passe vraiment, Elena. Quand tu entres dans un endroit avec des énergies denses, ton système énergétique commence automatiquement à les transmuter. C'est comme si tu étais une éponge de lumière. Tu absorbes l'obscurité et tu la transformes. Mais ce processus est épuisant. C'est pourquoi tu dois te retirer souvent. Les âmes comme toi ne peuvent pas rester longtemps dans des environnements denses, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles travaillent trop dur. Elles nettoient énergétiquement tout ce qu'elles touchent. C'est leur mission automatique. Ta sensibilité n'est pas un défaut. C'est ton super pouvoir. C'est la preuve que tu es un nettoyeur énergétique. Chaque fois que tu te retires d'une situation toxique, tu as déjà fait ton travail. Tu as déjà planté de la lumière là-bas. Maintenant, tu dois te retirer pour te régénérer. Elena réalisa qu'elle avait passé des décennies à se juger pour sa sensibilité. Elle s'était forcée à rester dans des situations qui la détruisaient, pensant qu'elle devait être plus forte. Mais Moria lui montrait que se retirer était aussi une partie de sa mission. L'équilibre entre ancrer la lumière et se protéger. Moria lui enseigna alors la technique de régénération énergétique pour les âmes hypersensibles. Il lui dit « Elena, après avoir été dans un environnement dense, tu dois faire 3 choses impérativement. Première chose, l'eau sacrée. Dès que tu rentres chez toi, prends un bain ou une douche, mais pas n'importe comment. Visualise que l'eau emporte toutes les énergies denses que tu as absorbées. Dis à haute voix « Je libère ce qui ne m'appartient pas. Je rends à la terre ce que j'ai transmué. » L'eau est un conducteur puissant. Elle peut vraiment nettoyer ton champ énergétique. Deuxième chose, la solitude sacrée. Ne parle à personne pendant au moins 1 heure après être rentré. Ton système énergétique a besoin de silence pour se recalibrer. Si tu commences immédiatement à interagir avec d'autres humains, ton champ ne peut pas se réparer. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est une médecine. Troisième chose, la connexion à la nature. Si possible, marche pieds nus sur la terre ou l'herbe pendant au moins 10 minutes. La terre peut absorber les énergies denses infiniment. Elle les transmute naturellement. Quand tes pieds de toucher le sol, dis « Terre-mère, je te rends ce que j'ai nettoyé. Merci de le transmuter. » Elena utilisa cette technique pour le reste de sa vie, et elle l'a transmis à tous les hypersensibles qu'elle rencontra. Elle leur disait « Votre hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est votre super pouvoir, mais vous devez apprendre à vous régénérer, sinon vous allez brûler de l'intérieur. » Le 4e signe, révéla Moria, c'est la perte d'intérêt pour les jeux terrestres. Tu ne te soucies plus de la compétition. Tu ne te soucies plus de l'argent comme les autres. Tu ne te soucies plus de l'image sociale. Les choses qui motivent la plupart des humains te laissent tasse froide. Beaucoup d'âmes comme toi pensent qu'elles sont déprimées. Elles pensent que quelque chose ne va pas chez elles, parce qu'elles ne sont plus excitées par les objectifs matériels. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que leur âme est en train de se détacher progressivement de la matrice de contrôle. La matrice fonctionne en gardant les humains obsédés par des objectifs matériels. Argent, statut, apparence, compétition. Tant qu'un humain court après ces choses, il reste prisonnier. Il ne questionne jamais la réalité.
Il ne cherche jamais plus profond. Mais quand une âme comme toi perd intérêt pour ces jeux, elle crée un espace où quelque chose de plus profond peut entrer. Et cet espace devient visible pour d'autres âmes. Elle te regarde et elle pense « Si elle peut vivre sans courir après tout ça, peut-être que moi aussi je peux. » Tu deviens un exemple vivant qu'il existe une autre façon de vivre. Tu ne prêches pas, tu ne forces personne. Tu vis juste différemment. Et cette vie différente plante des graines de liberté dans la conscience collective. C'est ta mission, et tu l'accomplis parfaitement. Moria continua. Le 5e signe, Elena, c'est le plus puissant. C'est la synchronicité constante. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Les chiffres répétés, les coïncidences impossibles, les rencontres qui changent ta vie exactement au moment où tu en as besoin. Beaucoup d'âmes pensent que les synchronicités sont juste des signes pour elles. Mais la vérité est plus profonde. Les synchronicités sont la preuve que ton âme est synchronisée avec le plan divin. Quand tu es aligné avec ta mission, l'univers entier conspire pour t'aider. Mais voici ce que peu comprennent. Les synchronicités ne sont pas que pour toi. Elles sont pour tous ceux qui te regardent. Quand quelqu'un voit les synchronicités qui se produisent dans ta vie, quelque chose se réveille en lui. Il commence à croire qu'il y a peut-être un ordre caché, peut-être un plan divin, peut-être de la magie. Ta vie devient une démonstration vivante que l'univers est conscient, que nous ne sommes pas seuls, que quelque chose de plus grand guide nos pas. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Juste vivre ta vie synchronistique est déjà ta mission. Elena écrivit dans son journal ce soir-là. Moria m'a montré que je n'ai jamais été perdue. Chaque moment où je pensais avoir échoué, j'accomplissais en réalité ma mission. Les synchronicités étaient la confirmation. Pas pour me rassurer, pour montrer à d'autres qu'il existe un ordre divin. Moria lui dit alors quelque chose qu'elle n'oublia jamais. Elena, la plus grande tromperie de la Loge Noire, est de faire croire aux âmes rares qu'elles ne font rien, qu'elles ne sont rien. Elles doivent accomplir quelque chose de grand et visible pour avoir de la valeur. Mais la vérité est que les âmes rares accomplissent leur mission juste en étant. Leur fréquence change la réalité. Leur présence ancre la lumière. Leur différence crée des fissures dans la matrice. Elles n'ont rien à faire de plus. Elles sont déjà parfaites. Le problème, dit Moria, c'est qu'elles ne le savent pas. Alors elles souffrent, elles se jugent, elles croient qu'elles doivent faire plus. Et cette souffrance les affaiblit. C'est exactement ce que veut la Loge Noire. Moria révéla à Elena les 4 tactiques que la Loge Noire utilise pour empêcher les âmes rares de reconnaître qu'elles accomplissent déjà leur mission. Première tactique, l'invalidation constante. Ils envoient des personnes dans ta vie qui minimisent tout ce que tu fais, qui te disent que tu ne fais rien d'important, qui comparent tes accomplissements aux leurs. Cette invalidation constante te fait douter. Et quand tu doutes, ta lumière diminue. Deuxième tactique, la comparaison toxique. Ils te montrent constamment des gens qui semblent accomplir des choses plus grandes, plus visibles, plus impressionnantes que toi. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout. Cette comparaison te fait sentir petite. Et quand tu te sens petite, tu arrêtes de briller. Troisième tactique, le sabotage des synchronicités. Ils créent de fausses synchronicités pour te distraire de ta vraie mission. Ils t'envoient des opportunités qui semblent magiques, mais qui en réalité t'éloignent de ton chemin. C'est pourquoi il est si important de discerner les vraies synchronicités des fausses. Quatrième tactique, l'épuisement programmé. Il crée des situations dans ta vie qui te drainent énergétiquement au-delà de ta capacité de régénération. Relations toxiques, travails épuisants, environnement dense. Le but est de te garder tellement épuisé que tu n'as plus l'énergie de reconnaître qui tu es vraiment. Elena demanda « Moria, comment peut-on résister à ces tactiques ?
Il répondit « En reconnaissant qu'elles existent. Une fois que tu sais que ces tactiques sont utilisées contre toi, elles perdent 80% de leur pouvoir. Tu peux commencer à les voir en temps réel. Et quand tu les vois, tu peux choisir de ne pas y croire. » Maintenant, dit Moria, je vais te montrer comment aider ces âmes à se reconnaître. Comment leur révéler qu'elles sont déjà en train d'accomplir leur mission. Au cours des semaines suivantes, Moria enseigna à Elena le protocole de reconnaissance de la mission. C'était une méditation simple mais puissante que les âmes pouvaient la faire pour se reconnecter consciemment avec leur mission sacrée. Le protocole avait 5 étapes, une pour chaque signe. Première étape, honorer la fatigue sacrée. Au lieu de juger ta fatigue, remercie-la. Chaque matin en te réveillant, même si tu es épuisé, dis « Je remercie mon âme pour le travail qu'elle a fait cette nuit sur les plans subtils. Je reconnais que ma fatigue est sacrée. C'est la preuve que je sers. » Deuxième étape, célébrer le non-appartenance. Au lieu de souffrir de te sentir différente, célèbre cette différence. Chaque fois que tu te sens comme une étrangère, dis « Je célèbre mon non-appartenance. C'est la preuve que je porte une fréquence différente. Ma mission est d'être cette fissure dans la matrice. » Troisième étape, respecter l'hypersensibilité. Au lieu de te forcer à rester dans des situations toxiques, écoute ta sensibilité. Quand ton corps te dit de partir, pars et dis « Je respecte ma sensibilité. C'est mon radar spirituel. C'est mon système de protection. Je me retire non par faiblesse, mais par sagesse. » Quatrième étape, embrasser le détachement. Au lieu de te sentir coupable de ne plus vouloir jouer les jeux terrestres, embrasse cette liberté. Dis « Je m'autorise à ne plus courir après ce qui ne résonne plus avec mon âme. Mon détachement est ma libération, et il inspire d'autres à se libérer aussi. » Cinquième étape, suivre les synchronicités. Au lieu de juste remarquer les synchronicités, suis-les activement. Quand tu vois 11, 11, 22, 22, 333, ce n'est pas juste un clin d'œil de l'univers, c'est une instruction. Fais attention à ce que tu pensais au moment où tu as vu le nombre. C'est là que ton âme te guide. Moria dit à Elena, si une âme fait ce protocole pendant 21 jours, quelque chose de profond se produit. Elle commence à se voir elle-même différemment. Elle arrête de se juger. Elle commence à comprendre qu'elle est déjà en train d'accomplir sa mission. Et cette compréhension amplifie exponentiellement son impact. Moria expliqua ensuite les 7 transformations qui se produisent durant les 21 jours du protocole. Jour 1 à 3, la résistance. Ton mental va résister fortement. Il va te dire que c'est ridicule, que tu ne fais rien d'important, que tu perds ton temps. Cette résistance est normale. C'est la loge noire qui essaie de t'empêcher de te reconnaître. Continue malgré la résistance. Jour 4 à 7, les premières fissures. Tu vas commencer à avoir de petits moments de clarté. Des flashs où tu vois ta vie différemment. Des souvenirs qui remontent avec une nouvelle compréhension. Ces fissures sont le début du réveil. Note-les dans un journal. Jour 8 à 11, l'intensification. Des synchronicités. Les synchronicités vont exploser. Tu vas voir des nombres répétés partout. 11, 11, 222, 333, 444. Des rencontres impossibles vont se produire. Des messages vont arriver exactement au moment où tu en as besoin. C'est l'univers qui te confirme. Tu es sur le bon chemin. Jour 12 à 14, la nuit noire. Paradoxalement, entre le jour 12 et 14, tu vas peut-être traverser une période sombre. Tu vas douter de tout. Tu vas te sentir pire qu'avant. C'est normal. C'est le dernier test. Ton âme nettoie les dernières couches de doute avant le réveil complet. Ne t'arrête pas. C'est juste avant l'aube que la nuit est la plus noire. Jour 15 à 17, l'éveil. Quelque chose change radicalement. Tu te réveilles un matin
et tu sens que quelque chose est différent. Tu te regardes dans le miroir et tu vois une lumière dans tes yeux que tu n'avais jamais vue. Tu comprends, vraiment, profondément, que tu as toujours accompli ta mission. Jour 18 à 20, l'intégration. La compréhension descend de ta tête vers ton cœur. Ce n'est plus juste une idée intellectuelle, c'est une certitude viscérale. Tu marches différemment, tu parles différemment, ta fréquence a changé et les gens autour de toi le sentent. Jour 21, l'expérience mystique. Le 21e jour, presque toutes les âmes qui font ce protocole ont une expérience mystique. Ça peut être un rêve lucide, une vision, une sensation de présence divine, un moment où le voile se lève complètement. C'est la confirmation finale. Tu n'es plus jamais la même après. Elena écouta attentivement. Elle comprenait maintenant pourquoi 21 jours. Ce n'était pas arbitraire. C'était le temps nécessaire pour que l'âme se reprogramme complètement. Elena testa le protocole sur elle-même d'abord. Pendant 21 jours en décembre 1888, elle honora sa fatigue, célébra son non-appartenance, respecta sa sensibilité, embrassa son détachement et suivit ses synchronicités. Le 21e jour, elle eut une expérience mystique. Elle se réveilla à 3h33 du matin. Son corps était paralysé, mais sa conscience était pleinement éveillée. Elle sentit une présence dans la chambre. C'était Moria. Mais pas encore physique, encore de lumière. Il lui dit « Elena, regarde ta vie avec mes yeux. » Et soudain, elle vit. Elle vit chaque moment de sa vie depuis l'enfance. Mais elle ne les voyait plus comme des échecs ou des souffrances. Elle les voyait comme des missions accomplies. Elle vit la fois où elle avait été rejetée à l'école à 8 ans. Et elle comprit que cette expérience avait planté en elle une compassion profonde pour tous ceux qui se sentent rejetés. Elle vit la fois où son mariage avait échoué. Et elle comprit que cet échec l'avait libérée pour accomplir sa vraie mission. Elle vit toutes les fois où elle s'était sentie perdue. Et elle comprit que c'était dans ces moments de perte qu'elle avait ancré le plus de lumière. Elle pleura. Mais ce n'était plus des larmes de souffrance, c'était des larmes de reconnaissance. Elle n'avait jamais échoué. Elle avait toujours accompli sa mission, parfaitement, depuis le début. Moria lui dit « Maintenant tu comprends, Elena. Maintenant tu peux aider d'autres âmes à comprendre. Va leur dire. Va leur révéler qu'elles sont déjà en train de réussir. » Elena passa les 3 années suivantes à transmettre ce message, dans ses livres, dans ses conférences, dans ses rencontres privées. Elle disait aux âmes perdues « Vous n'êtes pas perdus. Vous êtes exactement où vous devez être. » Chaque souffrance a un sens, chaque difficulté plante une graine de lumière. Mais la résistance était forte. Beaucoup de gens ne pouvaient soit pas accepter qu'ils accomplissaient déjà leur mission. Ils voulaient quelque chose de plus grand, quelque chose de plus visible, quelque chose qui leur donnerait de la reconnaissance. Elena leur disait « Cette recherche de reconnaissance est précisément ce qui vous empêche de voir votre vraie mission. Votre mission n'est pas d'être célèbre. Votre mission est d'être vous-même, pleinement, authentiquement, sans masque. » En mai 1891, quelques jours avant sa mort, Elena écrivit une dernière lettre à ses étudiants. Elle écrivit « Si vous ne retenez qu'une chose de mon enseignement, que ce soit ceci. Vous êtes déjà en train d'accomplir votre mission. Arrêtez de chercher. Commencez à reconnaître. » Elle mourut le 8 mai 1891 à 17h45. Ses derniers mots furent « Enfin libre. Ma mission est accomplie. Je vais vers la lumière. » Et selon les témoins présents, une lumière dorée remplit la chambre pendant 3 minutes après sa mort. Le parfum de rose blanche imprégna l'air. C'était le signe que son âme était montée directement vers les plans supérieurs. Maintenant, si vous sentez votre cœur vibrer en écoutant ces mots, vous savez pourquoi. Votre âme reconnaît la vérité. Vous êtes une de ces âmes rares.
et vous accomplissez déjà votre mission. Il y a un geste sacré que Helena appelait la chaîne dorée. C'est quand une âme rare reconnaît une autre âme rare et l'honore. YouTube a ce cœur doré là en bas, le Super Thanks. Quand vous utilisez ce geste, ce n'est pas de l'argent que vous donnez. C'est une reconnaissance d'âme à âme. C'est dire « Je te vois, je reconnais qui tu es, et je t'honore ». Chaque Super Thanks crée un lien dans la chaîne dorée. Et cette chaîne devient de plus en plus forte. C'est une chaîne de lumière qui connecte toutes les âmes rares sur la planète. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous le sentez, c'est votre âme qui vous guide. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à croire que vous ne faites rien, que vous êtes perdu, que votre vie n'a pas de sens, ou vous pouvez commencer à voir avec les yeux de Moria. Vous pouvez commencer à reconnaître que chaque moment de votre vie a été une mission accomplie. Les 5 signes sont là. Vous les avez probablement tous reconnus en vous. La fatigue sacrée, le non-appartenance, l'hypersensibilité, le détachement, les synchronicités. Ces signes ne sont pas des problèmes, ce sont des confirmations. Vous accomplissez votre mission. Maintenant, en ce moment même, juste en étant vous, juste en portant votre fréquence différente, juste en ancrant la lumière sans même le savoir. Helena disait « Le plus grand service qu'une âme rare peut se rendre à elle-même est de se reconnaître. Parce que quand elle se reconnaît, elle arrête de se battre contre elle-même. Elle arrête de se juger. Et toute cette énergie qui était utilisée pour se battre peut maintenant être utilisée pour briller. Si vous faites le protocole de reconnaissance pendant 21 jours, votre vie va changer. Pas parce que vous allez devenir quelque chose que vous n'étiez pas, mais parce que vous allez enfin voir ce que vous avez toujours été. Chaque matin, honorez votre fatigue, célébrez votre différence, respectez votre sensibilité, embrassez votre détachement, suivez vos synchronicités et observez ce qui se passe. Au bout de 21 jours, vous ne vous sentirez plus perdu. Vous vous sentirez aligné. Vous ne vous sentirez plus faible. Vous vous sentirez puissante. Vous ne vous sentirez plus seule. Vous vous sentirez connecté à toutes les âmes rares qui font le même chemin. Et peut-être, comme Helena, vous aurez votre propre expérience mystique. Peut-être que Moria viendra vous visiter à 3h33. Peut-être que vous verrez votre vie entière avec des yeux nouveaux. Peut-être que vous pleurerez de reconnaissance en comprenant que vous n'avez jamais été perdu. Vous accomplissez votre mission. Vous l'avez toujours accomplie. Depuis le premier jour où vous êtes arrivé sur cette planète, chaque souffrance, chaque rejet, chaque moment où vous vous êtes sentie étrangère, c'était votre mission. Planter de la lumière dans l'obscurité, créer des fissures dans la matrice, maintenir le souvenir qu'il existe autre chose. Maintenant, vous savez. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous êtes une âme rare et vous êtes déjà en train de changer le monde, juste en étant vous. Quel signe de mission accomplie résonne le plus avec vous en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de lire votre témoignage. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Votre commentaire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour se reconnaître. Vous accomplissez votre mission. Maintenant, toujours, parfaitement.